Avant de devenir Meryl Streep, Meryl rencontra Mary Louise Streep, originaire de Bernardsville, dans le New Jersey, une pom-pom girl et reine du bal de promo qui s'est lancée dans le cinéma presque par hasard. Elle entra à Vassar College avec l'intention d'étudier le droit ou un domaine plus pratique, mais le département de théâtre la captiva et ne la lâcha plus. Dès son arrivée à l'école d'art dramatique de Yale en 1972, on la considérait déjà comme l'actrice la plus talentueuse jamais vue. Pas seulement comme actrice, mais comme véritable acteur. Elle exigea la reconnaissance de ce titre bien avant que quiconque ne se préoccupe de la question du genre au théâtre. Yale était un lieu intense et compétitif, peuplé de personnes brillantes qui avaient toutes brillé au lycée et à l'université, et qui se retrouvaient soudainement en compétition pour des miettes de reconnaissance de la part de professeurs tyranniques. Meryl s'épanouissait dans cette atmosphère survoltée, mais elle avait aussi appris à dissocier sa vie personnelle de ses ambitions professionnelles. Elle a fréquenté des camarades de classe, a connu quelques idylles au théâtre, mais rien qui ait pu compromettre son parcours. Après avoir obtenu son diplôme en 1975, elle s'est installée à New York et a commencé à travailler au théâtre, jouant Shakespeare dans les parcs et dans des productions off-Broadway qui ne lui rapportaient presque rien, mais qui lui ont permis de se faire connaître. En 1976, elle décroche un rôle dans une production de Measure pour Measure au Public Theatre, où elle rencontre John Cazale. Ce dernier était déjà une figure connue, de 14 ans son aîné, elle en avait 27, avec une filmographie comprenant Le Parrain et Le Parrain 2, où il incarnait Fredo, le frère faible dont tout le monde se souvient. Il avait également joué dans Un après-midi de chien avec Al Pacino, s'imposant comme l'un des acteurs de composition les plus talentueux de sa génération. Il n'était pas beau au sens classique du terme, plutôt dégingandé, avec des cheveux clairsemés et une intensité qui fascinait ou repoussait. Meryl fut immédiatement séduite. Leur connexion fut apparemment instantanée et dévorante, d'une manière que Meryl, toujours si professionnelle et maîtrisée, n'avait jamais connue. Ils ont emménagé ensemble presque aussitôt, ce qui était surprenant de la part de Meryl, d'ordinaire si prudente dans ses choix. Leurs amis de l'époque se souviennent d'eux inséparables, se comprenant à demi-mot, capables de conversations entières d'un simple regard. Ils ont été choisis pour jouer ensemble dans Voyage au bout de l'enfer en 1977. Revoir leurs scènes aujourd'hui, en sachant ce qui se passait en coulisses, est presque insoutenable. L'amour qui les unissait était si évident que la caméra ne pouvait s'empêcher de le capturer. La tragédie qui a tout bouleversé. C'est là que l'histoire bascule du romantisme au désespoir. Pendant le tournage de Voyage au bout de l'enfer, John a commencé à avoir des problèmes de santé. Il toussait sans cesse, maigrissait et paraissait de plus en plus fragile. Le diagnostic est tombé en 1977, un cancer du poumon avancé qui s'était déjà propagé. Il avait 42 ans, au sommet de sa gloire d'acteur, profondément amoureux d'une femme qui allait devenir la plus grande star d'Hollywood. Et son corps le trahissait de la manière la plus cruelle qui soit. Le studio voulait le renvoyer du film Le chasseur aux cerfs. Les compagnies d'assurance refusaient de couvrir une personne atteinte d'une maladie en phase terminale. Les comptables s'inquiétaient des retards de production. Les dirigeants ont suggéré de remplacer John. Meryl a menacé de quitter le film si on le remplaçait. Et comme elle devenait rapidement l'actrice la plus demandée du moment, ils l'ont écoutée. Le réalisateur Michael Cimino a gardé John dans le film et Meryl a financé la poursuite de ses soins médicaux grâce à ses revenus en forte croissance. Elle avait 28 ans, sa carrière était en plein essor et elle consacrait chaque instant hors des plateaux de tournage à veiller sur un homme mourant. Ceux qui ont travaillé sur ce film se souviennent du professionnalisme de Meryl le jour et de son désespoir la nuit. Elle enchaînait les prises à la perfection, puis se précipitait auprès de John pour prendre de ses nouvelles. Elle avait appris à gérer ses médicaments, à l'aider lorsqu'il était trop faible pour bouger seul, à rester calme face à sa peur de l'avenir. Ses amis la suppliaient de se protéger émotionnellement, de prendre ses distances pour que sa mort inévitable ne la détruise pas.
Elle les ignorait complètement. Quel que soit le temps qu'il restait à John, elle serait là pour l'accompagner jusqu'au bout. John Cazale s'est éteint le 12 mars 1978, entouré de Meryl Streep. Le film Voyage au bout de l'enfer ne sortirait que plus tard dans l'année, ce qui signifie que John n'a jamais pu voir le film. Il ignorait tout de sa nomination pour l'Oscar du meilleur film. Il n'a jamais connu la reconnaissance posthume de sa dernière performance. Il est mort à 42 ans après avoir tourné seulement 5 longs-métrages. Chacun d'eux a été nommé pour l'Oscar du meilleur film. Un héritage dont la plupart des acteurs rêveraient, mais aussi une carrière brutalement interrompue. Meryl avait 28 ans, le cœur brisé, et se retrouvait soudainement sans domicile fixe car il vivait dans l'appartement de John. Ce retour à la normale a duré 45 ans. C'est là que l'histoire se complique, d'une manière que Meryl est seulement prête à reconnaître aujourd'hui. Le frère de John, Don Gummer, était sculpteur et travaillait au Pakistan lorsque son frère est tombé malade. À la mort de John, Don est retourné à New York et a hébergé Meryl dans son loft, car elle n'avait littéralement nulle part où aller. Dawn était douce et bienveillante et profondément attristée par la mort de son frère. Meryl, quant à elle, était anéantie, perdue et sans doute incapable de réfléchir clairement. Elles commencèrent à se fréquenter, car elles partageaient le deuil de la même personne. Et, d'une manière ou d'une autre, ce deuil se transforma en autre chose. 6 mois après la mort de John, Meryl épousa Don Gummer. Le 30 septembre 1978. Moins de 6 mois après avoir perdu celui qu'elle reconnaîtrait plus tard comme l'amour de sa vie, elle épousa son frère. Chacun est libre d'interpréter cette chronologie comme il l'entend, mais voici ce qui semble se vérifier. Meryl était anéantie et Don lui offrait un refuge stable dans un monde chaotique. Il était en sécurité là où John était devenu tout entier. Il était présent là où John était devenu tragiquement absent. Et Meryl, qui venait d'assister à la lente agonie de quelqu'un, malgré tous ses efforts pour le sauver, avait sans doute plus besoin de sécurité que de passion. Ils avaient bâti ce qui, de l'extérieur, ressemblait à une vie idéale. Leur fils Henry naquit en 1979, suivi de leur fille Mai en 1983, Grace en 1986 et Louisa en 1991. Dawn poursuivit son travail de sculpteur, tandis que Meryl devenait l'actrice la plus récompensée de l'histoire du cinéma. Ils achetèrent une maison dans le Connecticut, loin du tumulte d'Hollywood, et élevèrent leurs enfants avec une normalité remarquable, compte tenu de la célébrité de leur mère. Dawn resta complètement à l'écart des projecteurs. Il ne donna jamais d'interview et ne chercha jamais à tirer profit de la notoriété de Meryl. Il se consacrait à son art, élevait ses enfants et laissait sa femme s'épanouir professionnellement. Mais voici un point resté longtemps tu. Ils menaient des vies de plus en plus séparées. Dawn restait dans le Connecticut à créer des sculptures. Meryl était constamment en tournage aux 4 coins du monde. Ils pouvaient passer des semaines sans se voir, maintenant ainsi une apparence de mariage, mais qui ressemblait davantage à une garde partagée respectueuse entre 2 personnes qui s'appréciaient sincèrement, sans pour autant être amoureuses. Lorsqu'ils ont annoncé leur séparation en 2023, leur communiqué a révélé qu'ils vivaient en réalité séparément depuis 2017, soit 6 années à faire semblant d'être mariés tout en reconnaissant en privé que leur union était terminée. Très civilisé, très mature et profondément triste quand on y pense. Les hommes qu'elle n'a pas choisis. Entre la mort de John en 1978 et sa séparation actuelle d'avec Dawn, Meryl a travaillé avec quasiment tous les grands acteurs des 40 dernières années, et l'alchimie qu'elle dégageait à l'écran a parfois alimenté des rumeurs. Robert Dyro était son partenaire dans Voyage au bout de l'enfer et Coup de foudre à Los Angeles, et leur complicité dans ce dernier film était si palpable que des rumeurs d'une liaison ont circulé. Tous deux l'ont toujours nié. Mais en regardant Falling in Love Now, on comprend pourquoi les gens se sont posé la question.
Ils incarnaient deux personnes mariées qui se rencontrent par hasard et tombent amoureuses malgré leurs engagements respectifs, et l'authenticité émotionnelle est telle qu'elle frôle le documentaire. Il y a aussi eu Dustin Hoffman dans Kramer contre Kramer, même si leur relation était plus toxique que romantique. Hoffman aurait utilisé la méthode Stanislavski comme prétexte à un comportement cruel, allant jusqu'à gifler Meryl Streep sans prévenir dans certaines scènes, afin d'obtenir des réactions authentiques de choc et de douleur. Encore profondément marquée par la mort de John, Meryl Streep aurait été exploitée par Hoffman pour rendre le film plus réaliste. Elle a remporté son premier Oscar pour cette performance, mais elle est restée remarquablement distante envers Hoffman depuis. Certaines relations ne sont pas fondées sur l'amour. Il s'agit de survivre au narcissisme d'autrui et d'en ressortir plus fort. La question la plus intéressante est de savoir si Meryl a sérieusement envisagé une relation avec quelqu'un d'autre que Dawn. Jack Nicholson est sans aucun doute tenté de la séduire avec son charme légendaire lors du tournage d'Ironweed en 1987. Mais Meryl avait 4 enfants à la maison et aucune envie de devenir une conquête de plus pour son mari. Clint Eastwood l'a dirigée dans Sur la route de Madison en 1995, où elle incarnait une femme ayant une liaison avec un photographe pendant l'absence de sa famille. L'ironie de cette histoire, celle d'une femme choisissant le devoir plutôt que la passion, la stabilité de son mari plutôt que l'attrait d'un inconnu, n'a sans doute pas échappé à Meryl. L'art imite la vie jusqu'à la douce amère résignation des dernières scènes. Pourquoi dit-elle la vérité maintenant? Alors, pourquoi à 76 ans, Meryl est-elle soudainement prête à reconnaître que John Cazale était l'amour de sa vie, tandis que Don Gummer était l'homme avec qui elle avait construit sa vie? C'est en partie une question de timing. Elle et Don sont séparés. Leurs enfants sont adultes et ont fondé leur propre famille. Maintenir les apparences d'un mariage parfait n'a plus aucun sens. La séparation lui a permis de parler plus franchement de sa vie amoureuse sans avoir l'impression de trahir le père de ses enfants ni de semer la confusion chez ses petits-enfants. Mais il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche à la mortalité, à l'héritage et au désir que les choses soient claires avant qu'il ne soit trop tard. Meryl a 76 ans, l'âge qu'aurait eu John s'il avait vécu 34 ans de plus. Depuis sa mort, elle a vécu une vie entière, accompli des choses qui semblaient impossibles, élevé des enfants et bâti une carrière qui nous survivra tous. Mais elle a aussi porté ce fantôme avec elle tout au long de ce parcours. Le souvenir d'un amour si intense qu'il est devenu le modèle de toutes les émotions qu'elle a dû exprimer à l'écran. Chaque fois que Meryl Streep a incarné Heartbreak, elle a puisé dans la douleur de la perte de John. Le choix de Sophie en 1982, 4 ans seulement après sa mort, l'obligeait à interpréter la perte la plus dévastatrice qui soit. Et la sincérité brute de son jeu était le fruit d'un chagrin authentique et toujours présent. Voyage au bout de l'enfer est devenu le témoignage de la dégradation, en direct, d'un être cher. Même ses œuvres plus tardives, les films où elle incarne des femmes confrontées à des choix impossibles ou vivant avec des regrets, portent en l'écho de sa décision, à 28 ans, d'épouser Dawn, plutôt que de rester célibataire et d'honorer la mémoire de John autrement. Cette confession ne vise pas à minimiser Dawn ni les 45 années qu'ils ont passées ensemble. Il s'agit de reconnaître que la vie est complexe et chaotique, qu'on peut aimer plusieurs personnes de différentes manières et que l'amour qui nous transforme n'est pas toujours celui que l'on garde. Meryl a fait vivre John à travers son travail, par l'intensité qu'elle insufflait à chaque rôle, par l'exigence de vérité émotionnelle qu'elle s'imposait. Mais elle a construit sa vie avec Dawn, élevé ses enfants avec lui, vieilli à ses côtés malgré l'éloignement progressif. Les deux sont possibles. Les deux amours peuvent compter. Et ce n'est que maintenant, à 76 ans, enfin libérée du poids du mensonge, qu'elle peut le dire à voix haute. Les deux formes d'amour. Ce que la confession de Meryl met en lumière, c'est une réalité que notre culture préfère ignorer.
Il existe différentes formes d'amour. Et l'amour passionné et dévorant n'est pas toujours celui qui nous permet de surmonter les réalités quotidiennes de la vie. John Cazale, c'était le feu, l'intensité, la collaboration artistique et le sentiment d'être totalement compris par l'autre. Un amour de cette nature est enivrant et transformateur et sans doute insoutenable sur la durée, même s'il avait vécu. Ce qui le rendait si profond, l'obsession mutuelle, l'intensité émotionnelle, la fusion totale de vie personnelle et professionnelle, brûle avec une intensité fulgurante. Don Gummer incarnait la sécurité, la stabilité et une compagnie paisible. Il laissait à Meryl l'espace nécessaire pour être elle-même, ne s'est jamais mis à rivaliser avec sa carrière, a soutenu ses ambitions sans chercher à être le centre de son univers. Cet amour-là est plus discret, plus facile à tenir pour acquis et absolument indispensable pour gérer la logistique parfois fastidieuse d'élever des enfants, de construire un foyer et de garder la tête froide malgré des décennies de chaos. Ce n'est pas glamour. Ça ne donne pas de grands films, mais c'est ce qui permet aux gens de vivre dans le monde. Le drame, c'est que Meryl a connu ces deux formes d'amour successivement, au lieu de les trouver réunies en une seule personne. Elle a vécu une passion transformatrice avec John, puis l'a perdue et a dû se reconstruire à partir de zéro. Elle trouva une relation stable avec Dawn, mais ne ressentit plus jamais l'intensité dévorante qu'elle avait éprouvée avec John. Pendant 45 ans, elle garda ce secret, jouant le rôle de la femme heureuse en ménage, tout en sachant pertinemment que son mariage, aussi réussi fût-il sur le plan pratique, n'était pas le grand amour de sa vie. Ce n'est pas une critique envers Dawn, qui, de l'avis de tous, était un bon mari et un bon père. C'est simplement le constat qu'être bon ne signifie pas être parfait. Aujourd'hui, à 76 ans et séparée, Meryl peut enfin admettre qu'elle a passé la majeure partie de sa vie d'adulte à regretter ce qui aurait pu être, tout en étant reconnaissante pour ce qui a été. Elle peut honorer la mémoire de John sans prétendre que Dawn était autre chose que lui. Elle peut reconnaître qu'à 28 ans, elle a fait le choix de la raison, qu'elle a épousé un homme rassurant alors qu'elle était encore sous le choc de sa perte, et qu'elle a construit une vie stable, même si elle n'était pas aussi passionnée que celle qu'elle avait brièvement connue. Une telle honnêteté est rare et précieuse, surtout venant d'une personne de la stature de Mary Hill, qui pourrait facilement perpétuer ce conte de fées. Que se passe-t-il après les aveux? La question que tout le monde se pose est « Que fait Meryl de cette vérité ?» Maintenant qu'elle est connue de tous, à 76 ans, séparée mais non divorcée, elle vit seule, probablement pour la première fois depuis ses 20 ans. Ses enfants sont adultes et ont fondé leur propre famille. Sa carrière se poursuit, portée par des choix judicieux, fruit de la sérénité, puisqu'elle n'a plus rien à prouver. Elle peut aller voir les films qui lui plaisent, refuser tout le reste et passer son temps, comme elle l'entend, sans avoir de compte à rendre à personne. Il y a quelque chose de profondément touchant chez une femme de cet âge qui assume pleinement son passé amoureux, sans honte ni regret. La société attend des femmes plus âgées, surtout celles mariées depuis des décennies, qu'elles entretiennent certaines illusions sur leurs relations. Nous voulons qu'elles disent que leurs maris étaient leurs âmes sœurs, que leur mariage était merveilleux, qu'elles n'ont aucun regret. Meryl, elle, dit que c'était compliqué. J'ai aimé un homme de tout mon cœur et je l'ai perdu. J'ai refait ma vie avec un autre par nécessité et par chagrin. Ces deux expériences m'ont façonné. Aucune ne représente toute l'histoire. Cette confession bouleverse notre perception de toute sa carrière. Chaque performance bouleversante, chaque moment d'émotion brute qui a fait pleurer le public, chaque fois qu'elle s'est fondue si complètement dans un personnage qu'on en oubliait qu'on regardait Meryl Streep, tout cela était alimenté par ce deuil non résolu et cette compréhension de la perte issue d'une expérience vécue. Elle n'a pas seulement étudié le chagrin d'amour, elle l'a incarné. La mort de John Cazale lui a permis d'accéder à des profondeurs émotionnelles que la plupart des acteurs passent leur vie à feindre. Et elle a canalisé cette douleur en un art qui nous survivra tous. À 76 ans, Meryl Streep
a tout pour elle. 3 Oscars sur 21 nominations, 4 enfants et 7 petits-enfants. Une carrière qui a redéfini les possibilités offertes aux femmes à Hollywood et le respect unanime de la quasi-totalité du secteur. Mais elle rentre désormais seule chez elle, dans une maison où le soleil ne se lève jamais, dans une vie sans John, hantée par les souvenirs du passé et de ce qui aurait pu être. Et peut-être est-ce exactement ce qu'elle désire, enfin libre d'être honnête avec elle-même, de laisser libre cours à la complexité de son cœur, enfin capable d'honorer l'amour qui comptait le plus, même s'il fut le plus bref. Cette confession n'était pas un regret, mais une vérité. Et la vérité, c'est que John Cazale était l'amour de sa vie. Mais Don Gummer était sa vie. Tous deux ont compté. Tous deux l'ont façonné. Mais un seul lui a donné le sentiment d'être pleinement vivante.